Il est exactement 20 heures au Palais de la République, la même heure ici dans ce studio. Babacar Touré de la 7TV, bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition dont voici les titres. Une bonne nouvelle au Palais de la République, l'une des épouses du chef de l'État, en l'occurrence Absa Faye, a donné naissance à une petite fille. Elle porte le nom de Khady Mossane Faye. Retenez que l'homonyme du bébé n'est personne d'autre que la mère du Premier ministre Khady Ngom. Ousmane Sonko se dit honoré pour une énième fois par son frère et ami Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La décision de suspendre les exportations d'oignons pour favoriser l'écoulement de la production locale sans mesure d'accompagnement a finalement créé un autre problème. Le prix de l'oignon importé a augmenté car le marché ayant connu un faible approvisionnement en oignons local. Les vendeurs d'oignons interpellent les autorités. Matar Bari nous en dira davantage dans ce journal. Campagne d'immatriculation gratuite pour les motos 2 roues non immatriculées. Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens procède à la décentralisation des procédures. 3 sites stratégiques sont ainsi mis à disposition. Avec Oumar Thiam, nous irons voir ce qu'en pensent les conducteurs de motos dans cette édition. Voilà donc pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la 7TV, nous ouvrons donc ce journal avec un carnet rose au Palais de la République, avec notamment donc la naissance de la fille du président de la République. Le bébé du président Diomaye et de son épouse Absa porte en effet le prénom de la maman du Premier ministre Ousmane Sonko selon Sénéweb. Ces derniers, réagissant sur les réseaux sociaux, a écrit ceci, je cite « Je remercie du fond du cœur son Excellence, mon frère et ami Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour cet énième honneur qu'il me fait à moi, ma famille et tous les patriotes. Longue et heureuse vie à la petite Khady Mossane Faye. » Fin de citation. Et de notre part, nous souhaitons une longue vie au bébé. Et puis nous vous le disions également dans les titres, la suspension donc des exportations d'oignons, la mesure tendant à favoriser l'écoulement de la production locale a été approuvée par les vendeurs d'oignons locaux. Cependant, à en croire ces commerçants, le défaut de mesures d'accompagnement a finalement créé un autre problème. Le prix de l'oignon importé a augmenté car le marché ayant connu un faible approvisionnement en oignons local. Matar Bari a fait un tour au marché. Reportage. Les importations d'oignons sont suspendues au Sénégal. La mesure est devenue effective depuis ce 25 janvier 2025. Elle est bien accueillie par les commerçants au marché Thiaroye. Notre souhait, c'est de produire tout ce que nous consommons. Donc nous saluons cette mesure. Il est important de donner de la valeur à ce que nos agriculteurs produisent. Mais cette suspension n'est pas sans conséquence, car le prix de l'oignon importé, déjà disponible dans le marché, connaît une hausse. Le déficit de l'oignon local en est la cause. Le marché n'est pas bien approvisionné en oignon local. Du coup, l'oignon importé est devenu beaucoup plus cher parce que c'est disponible en faible qualité du fait de la suspension. Le sac coûte actuellement 13 500. Sous cet aspect, ils accusent les commerçants au même titre que les importateurs. L'oignon est très cher, mais ce sont les commerçants qui sont derrière. Ils profitent de la situation pour augmenter le prix. On a tout compris. Ils plaident pour le renforcement de la production locale pour un peu soulager le panier de la ménagère.
Puisque la mesure est déjà prise, tout ce qui reste, c'est de mettre les moyens pour que l'oignon local soit disponible sur le marché. Ça profitera à tout le monde. Ainsi, les vendeurs d'oignons encouragent ce genre d'initiative de la part de l'État, car, disent-ils, c'est l'une des voies les plus rapides pour arriver à la souveraineté alimentaire. Économie toujours, et nous parlons de la foire internationale de Kaolack. La 9e édition a démarré hier samedi 25 janvier 2025 au cœur de la ville. Après celle de Dakar, la FICA est l'une des principales rencontres commerciales qui contribuent à la promotion des activités économiques du pays, notamment de la région. Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, marraine de cette 9e édition, était présente lors de la cérémonie d'ouverture. Ses propos ont été recueillis par Moustapha Ndiaye et Pape Diop. Monsieur le maire de la commune de Kaolack, le président Serigne Mboup, initiateur de cet événement majeur dont j'ai le privilège et l'honneur d'être la marraine. La FICA est une vitrine exceptionnelle pour la région de Kaolack et pour le Sénégal, qui contribue de manière significative à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et par-delà à l'autonomisation économique des femmes et des filles. Aussi, j'apprécie particulièrement le thème d'actualité de cette 9e édition portant sur l'intégration du digital dans les secteurs de l'économie, enjeux et perspectives, parfaitement en phase avec les priorités du gouvernement en général et de notre ministère en particulier. La digitalisation apporte une plus-value incommensurable au développement des initiatives entrepreneuriales des femmes, indispensable à une croissance économique endogène. La ministre Maïmouna Dieye, qui était l'hôte donc de Serigne Mboup, maire de Kaolack, qui se donne comme mission de booster l'économie de sa région, mais au sens plus large, le continent africain, pour donc booster son économie, a pendant très longtemps compté sur l'aide financière américaine. Eh bien, cet appui est sur le point de disparaître. Le tout nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, a aussi signé le décret mettant à l'arrêt pour 90 jours le programme d'aide au développement, une décision qui risque d'avoir une répercussion forte au niveau du continent africain. C'est pourquoi l'économiste Abdoulaye Seck estime qu'une réorganisation des pays africains s'impose afin de définir une nouvelle politique économique beaucoup plus souverainiste. Moussa Mané nous fait la synthèse de sa réflexion. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, le tout nouveau président des États-Unis n'a pas tardé à montrer à la face du monde sa nouvelle vision d'une politique souverainiste. Plus de 70 décrets ont été signés le jour même de son investiture, parmi lesquels la suppression de l'aide au développement pour 90 jours. Motif, dit-il, réévaluer l'efficacité des programmes et leur cohérence avec la nouvelle politique étrangère des États-Unis. C'était une décision qui s'inscrit dans la continuité des autres premiers engagements qu'il a pris dès sa prise de fonction, mais également de ses engagements politiques durant les élections. Je pense qu'il est assez prématuré tout de suite maintenant de pouvoir dégager, cerner toutes les conséquences que cela peut engendrer pour les pays bénéficiaires, à l'instar du Sénégal. Éducation, santé, développement, économie, paix en Casamance. Le programme d'aide des États-Unis est présent dans plusieurs secteurs au Sénégal. Selon des chiffres dévoilés par Jeune Afrique, le Sénégal a touché 170 millions de dollars d'aide de la part des États-Unis durant l'année 2023, soit 106 milliards de francs CFA. Toute rupture brutale par rapport à cela pourrait entraîner carrément, ne pourrait entraîner que des conséquences négatives. Ne pourrait entraîner que des conséquences négatives, et surtout dans le financement, mais également dans l'atteinte
objectifs de développement durable qui étaient fixés par ces programmes. Sans l'aide financière conséquente des États-Unis, des pays comme le Sénégal pourraient avoir des difficultés à faire face à certaines catastrophes naturelles comme les inondations ou la sécheresse. L'Amérique ne menace pas simplement les pays africains, mais l'Amérique menace même également ses relations avec les autres pays comme les pays de l'Union européenne. Donc cela veut dire ce que ça veut dire. Donc les gens vont essayer de réfléchir d'abord à un niveau local, ensuite à un niveau communautaire avant de s'ouvrir sur l'international. Moussa Mané, pour d'autres, l'activité économique de porte sur la conduite de taxi, justement, nous en parlons, car les chauffeurs de taxi jaune-noir poursuivent leur croisade contre les entreprises de transport VTC, dont Yango, Itch ou BKG. Le regroupement des chauffeurs de taxi a sonné la mobilisation au niveau du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ces taximens dénonce une fois de plus une concurrence déloyale. En voici justement quelques réactions recueillies par Bakary Cissé. L'État du Sénégal puisse prendre des mesures adéquates pour régler les problèmes qui gangrènent le secteur du transport. En ce moment, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vraiment, nous sommes dans une désarroi totale. Et nous demandons à l'État du Sénégal, à l'administration sénégalaise, surtout le nouveau ministre du Transport, Moussa Yankoba Diémé, de prendre ses responsabilités, de rappeler à l'ordre ces multinationales qui sont en train de bafouer les lois et les règlements qui régissent ce système du transport au Sénégal. Oui. Donc, le 15 janvier passé, mercredi, le président de la République, lors de son dernier conseil des ministres, a ordonné son premier ministre et le ministre du Transport de prendre des mesures pour régler le problème du transport. Mais jusqu'à présent, ces problèmes ne sont pas encore résolus. Alors, les autorités sont en train de faire la sourde oreille comme si rien n'était. Donc, c'est pourquoi nous allons connaître nos plans de tant que les autorités ne prennent pas ces mesures. À Sénégal, nous, ce que nous dénonçons, c'est la sourde oreille que font nos autorités. C'est pour cela, on va continuer nos plans d'action. Si rien n'est fait les jours à venir, on va décliner nos 4e plan d'action et nous ne voulons pas prendre des mesures radicales pour le pousser de prendre des mesures. Nous vous l'annoncions également dans les titres campagne donc d'immatriculation gratuite pour les motos 2 roues non immatriculées. Dans un communiqué, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens annonce la décentralisation à partir de ce lundi. 3 sites stratégiques sont mis à disposition, à savoir le stade Amadou Barry de Guédiawaye, l'arène nationale de Pikine et le stade de Ngalandou Diouf de Rufisque. Oumar Thiam est allé donc à la rencontre des conducteurs de motos taxi situés au niveau de Guédiawaye. Reportage. La nouvelle en question, le déploiement d'équipes de vérificateurs sur 3 sites stratégiques, dont le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le temps d'attente a toujours été décrié, surtout au service des mines de Colobane. Là-bas, c'est la marée humaine. Cette vaste campagne d'immatriculation gratuite pour les véhicules de roues annoncée ce samedi 25 janvier 2025 est certes salutaire pour ces motocyclistes et qui, pour la plupart, ne trouvent pas la pertinence d'exiger un si bon nombre de garanties. Imaginez qu'au bout de 6 mois, notre moto était bonne pour la casse. Toutes les pièces justificatives, dont l'assurance, la carte grise, entre autres, on en ferait quoi exactement? On nous faisait payer la légalisation, alors que c'est gratuit selon la tutelle. Le numéro mis à la disposition des conducteurs, n'en parlons pas. On perd entre 5 000 et 10 000 francs de crédit. Dans le cadre de ce plan d'action visant à renforcer la sécurité routière, un délai de grâce était donné aux conducteurs pour entrer dans les rangs. Un accord simplement violé de toutes pièces. Pour la plupart, la moto ne nous appartient pas. À chaque arrestation, les policiers nous font payer jusqu'à 13 000 francs CFA. 3 mois Qu'il augmente le délai. Pourquoi pas un délai de 3 mois pour les papiers requis et 3 autres pour le permis.
Ces vérifications auront lieu tous les lundis et mardis à partir de ce 26 janvier 2025 au stade Amadou Barry de Guédiawaye, à l'arène nationale de Pikine et au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Oumar Thiam, des mesures qui entrent dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et par ricochet réduire les cas d'accidents routiers. Justement, parlons-en. Un accident de la circulation a eu lieu hier à Saly, à hauteur de l'arrêt dénommé Medsef. Une voiture 307 est entrée en collision avec une moto Jakarta. Le conducteur de moto-taxi a perdu la vie sur le coup. C'était aux environs d'1h du matin passé. Le trafic, comme à l'accoutumée, les samedis reste dense dans cette localité. Et entre Jakartamen et chauffeur, on ne se fait pas de cadeau. Ce drame repose une fois de plus la lancinante question de la sécurité routière dans la capitale touristique. Depuis cette semaine, plusieurs cas d'agression ont été signalés à Saly. Selon les victimes, une nouvelle méthode serait utilisée. Des jeunes à moto suivent leur cible jusqu'à leur domicile. Et justement, parlons toujours de la sécurisation de cette petite côte. Le président du conseil d'administration de la SAPCO, Doudou Nyanya Diop, est revenu sur le braquage survenu à l'hôtel rue Baobab. Afin donc d'éviter de tels incidents, l'expert en tourisme invite à ne pas surcharger la petite côte qui peut être une source d'insécurité. Il a ainsi appelé les propriétaires d'hôtels à sécuriser leur investissement tout en rappelant que l'État assure la sécurité publique. Ces propos sont recueillis par Binta Traoré. Le président de la République a parlé récemment, il y a 3 mois, de la sécurité dans les zones touristiques, dans les lieux publics, pour préserver par exemple l'environnement et les biens publics à proximité des hôtels. Mais moi je pense que les prérogatives et les limites aussi d'un gouvernement, c'est d'assurer la garantie, la sécurité dans ces lieux publics. Maintenant, moi je voulais ajouter quand même quelque chose. Les hôtels aussi, il faut qu'ils remontent leurs manches, qu'ils prennent aussi leur sécurité dans l'enceinte de leur établissement, à leurs propres soins. Bon, vous savez, on ne peut pas imaginer par exemple qu'en France on dit voilà, il faut un gendarme, il faut un policier devant chaque hôtel, devant chaque structure touristique. C'est impossible. Maintenant, à partir de la porte jusqu'à l'intérieur, dans l'établissement, moi je pense que aussi c'est leur prérogative de garantir leur sécurité. Bon, d'autant plus je vais y ajouter, moi je pense que ce que nous devons combattre surtout, ce sont les capacités de charge trop élevées. À Louga, une formation de 72 heures a été organisée en faveur des carreleurs, mêlant pratique et sensibilisation. Le président du mouvement a insisté sur l'importance de soutenir les jeunes déscolarisés pour réduire le chômage et la ruée vers les Jakarta. Quant au président de la Chambre des métiers, il a mis l'accent sur la nécessité de formaliser le métier afin de permettre aux carreleurs de profiter des programmes de l'État. Voici les propos. C'est une formation très intéressante. Elle a concerné l'entrepreneuriat, la prise de parole, des domaines qui sont très importants pour nous, qui évoluons dans l'artisanat. Une formation qui a allié la théorie à la pratique. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux autorités sénégalaises. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ces jeunes venir vers nous pour apprendre un métier. La cause, nous le savons tous. Tous ces jeunes, la première chose à laquelle ils pensent, c'est de trouver une moto dans l'espoir de trouver de l'argent. Or, un jeune doit d'abord penser à avoir un métier. Ça, c'est capital.
Nous retournons à Kaolack, cette fois-ci pour parler des 100 malades mentaux, plus de 100 d'ailleurs, guéris par le centre de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux qui ont été donc présentés lors d'une cérémonie tenue hier samedi 25 janvier dans le siège donc de l'association sise au niveau de Bouchra. Après la réaction donc d'Ansoumana Dione, président de l'association, M. Mbalo Diacham, invité d'honneur de la cérémonie, a invité le président de la République à faire beaucoup plus que ses prédécesseurs. Je vous propose de l'écouter. Ils sont très nombreux, ils sont plus d'une centaine, c'est 105 malades mentaux exactement que nous avons pu récupérer. Il y a plus d'une dizaine qui sont dans le centre, qui continuent de suivre leur traitement. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera la deuxième phase. C'était une phase test. C'était une phase test. Nous l'avons réussi. Beaucoup pensaient que moi, en ce moment, nous, Assam, nous n'étions pas capables de gérer une structure qui nous appartient. Une structure que nous avons pensé, que nous avons mis en place. Et aujourd'hui, le résultat est là. Une appréciation très positive parce que nous disons fréquemment que la santé mentale est le parent pauvre même du système. Et si on voit un bénévole s'investir à ce niveau, en arriver jusqu'à faire construire ce centre et traiter plus de 105 malades tirés de la rue, donc nous voyons que c'est un exploit grandiose parce que nos psychiatres aussi cantonnés ou claustrés dans les hôpitaux n'ont pas réussi cela. Et nous pensons que après ce qu'il a fait, il mérite donc beaucoup plus que cela parce que les autorités doivent savoir que on ne fera jamais assez pour les malades mentaux errants, d'autant plus que nous avons un déficit criard, un gap extrêmement important en structure de prise en charge des malades mentaux. Et chaque jour, nous le répétons, le village de Kenyan représente une préoccupation pour nous autres. Fan est presque plein. Thiaroye n'arrive pas à régler la question. Si Ansoumana arrive à créer ce centre-là ici, et qu'on le conçue aussi une centralité, nous pensons que les autorités sanitaires, médicales et administratives doivent faire tout pour que ce centre puisse avoir tous les moyens qu'il faut. Et à ce sujet, à cet effet aussi, j'invite M. le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à faire plus que Abdoulaye Wade et Macky Sall. En bref, nous parlons de l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji. 2 ans après les faits, les zones d'ombre persistent et les familles des victimes plongées dans une détresse incommensurable demandent au gouvernement sénégalais de joindre l'acte à la parole et de faire toute la lumière sur ces drames. Face à l'inaction des nouvelles autorités, les ressortissants des îles Bliss, Kassa, d'où sont originaires les 2 disparus, se sont réunis le 24 janvier 2024 au siège d'Amnesty International pour exiger que la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue le 18 novembre 2022. L'adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou disparaissaient dans les circonstances mystérieuses. Quelques jours plus tard, le corps de Fulbert Sambou était retrouvé au large du Cap Manuel, tandis que Didier Badji, lui, demeure introuvable. Selon le collectif, le procureur actuel a récemment évoqué l'existence de commanditaires et exécutant une avancée qui redonne espoir, mais soulève aussi de fortes attentes. Et puis nous vous le disions également, les manifestations de soutien au député maire des Agnam se poursuivent depuis la levée de son immunité parlementaire de ce dernier. Après Agnam, c'est la diaspora qui s'invite à la manifestation. C'est un collectif de soutien au député Farbangom composé de plusieurs manifestants qui a vu le jour pour également dénoncer ce qui est qualifié de dérive dictatoriale du régime de Diomaye. Dans leur discours à travers les rues de France, ces manifestants exigent des nouvelles autorités de se pencher sur les urgences de l'heure et de cesser tout acharnement sur l'opposition.
Nous en arrivons donc à ce papier qui porte sur la salubrité, la lutte contre l'insalubrité dans les quartiers. En marge donc de la 13e Hadaratul Juma nationale, mais également à l'appel du président de la République pour un Sénégal propre, l'association Abnaoul Hadrati Tijaniya a lancé donc une grande opération de toilettage des alentours du stade Amadou Barry et c'est et avec donc l'appui de partenaires stratégiques, ils ont donné plus de brillance au lieu. Voici donc quelques réactions recueillies par Bakary Cissé. Sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, donc, qui nous a conviés à participer à cette série de nettoyage. Donc en prélude de la Hadaratul Juma initiée par Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine et que Abna wa Hadrati Tidjani est l'organisateur, n'est-ce pas, de cet événement. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'organiser cette journée pour préparer déjà l'événement, donc nettoyer le stade et aux alentours. Cette année, c'est la 13e édition de la Hadaratul Juma populaire, donc initiée par Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine. On nous demande un effectif de 150 sécuristes, mais on prend 200 et 250 parce que chaque année, on voit que le Hadara a plus de population. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. En attendant donc de trouver toute l'actualité sportive dans votre émission Sport sur 7 à partir de 21h, Baboundour et Grégoire Sambangom, qui est de retour, auront comme invité Malik Daf, entraîneur de l'AS Djaraf, et Ian Thiam, vice-président de la Ligue amateur. Comprenez que le football aura une bonne partie dans cette émission qui va faire le tour donc de l'actualité sportive. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination, à Bamba Traoré pour la réalisation de cette édition. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale, s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à toutes et à tous.